Va-t'en, papa. Ma fiancée ne veut pas de toi ici. Tu ne fais que déranger. Ces mots sont sortis de la bouche de mon fils comme une gifle. Là, au milieu de la salle de réception, devant 200 invités. J'étais à son mariage, vêtu de mon meilleur costume bleu marine, et Thomas venait de me mettre à la porte comme si j'étais un intrus. Le silence qui tomba sur l'assemblée fut lourd comme du plomb. Je sentais tous les regards braqués sur moi. Certains invités baissèrent la tête, gênés, d'autres chuchotaient derrière leurs mains. Et moi, j'étais là, paralysé, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Si vous avez déjà ressenti la douleur de l'ingratitude de ceux que vous aimez le plus, abonnez-vous à cette chaîne, car cette histoire va montrer qu'il y a des limites à tout, même à l'amour d'un père. Sophie, la mariée, se tenait à ses côtés avec un sourire victorieux. Cette robe blanche, luxueuse, entièrement brodée de perles, c'est moi qui l'avais payée. 95 000 € que j'avais tirés de la vente de plusieurs parcelles de mon vignoble. Des vignes qui représentaient des années à me lever avant l'aube, à tailler chaque cep, à surveiller chaque parcelle, tout cela pour voir mon fils heureux. Je n'ai ni pleuré, ni crié. J'ai simplement pris mon portefeuille et j'ai marché vers la sortie. Chaque pas était douloureux. Mes pieds gonflés de 67 ans me faisaient souffrir dans ces chaussures que je portais rarement. En passant par le couloir décoré de fleurs blanches et dorées, j'entendais les murmures. Le pauvre, il a dû faire quelque chose. La famille, c'est toujours compliqué. Personne ne m'a arrêté, personne n'a questionné mon fils. Tous ont simplement regardé tandis que j'étais humilié publiquement. Je suis monté dans ma vieille Peugeot de 2010, cabossée sur les côtés, avec le siège réparé avec du ruban adhésif. J'ai verrouillé les portes, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai laissé couler les larmes. J'ai serré le volant si fort que mes mains en sont devenues blanches. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la colère, de la déception. Cette sensation dévastatrice d'avoir été utilisé puis jeté. J'ai regardé dans le rétroviseur, mon visage marqué par les rides du travail acharné, mes cheveux gris en désordre, ma cravate de travers. J'avais l'air exactement de ce que j'étais à ce moment-là. Un homme brisé. J'ai conduit jusqu'à mon domaine, la vigne des Trois Chênes, 85 hectares qui représentent 35 ans de sueur et de sang. La route de campagne semblait plus longue que jamais. Le soleil teintait le ciel d'orange rougeâtre, mais même la beauté de la nature ne soulageait pas la douleur qui déchirait ma poitrine. Arrivé chez moi, je me suis assis sur la terrasse en pierre qui grince sous les pas. Les rangées de vignes ondulaient sous le vent. L'odeur de terre humide flottait dans l'air. Les grillons commençaient leur symphonie nocturne. Tout semblait normal, paisible, mais en moi, il y avait un ouragan. J'ai pensé à Marie, ma femme décédée il y a 35 ans. Elle m'avait laissé veuf à 32 ans avec Thomas qui n'avait que 6 mois, et des dettes jusqu'au cou. Qu'aurait-elle dit en voyant l'homme que notre fils était devenu? Je suis resté toute la nuit sur cette terrasse, je n'ai pas dormi. J'ai simplement regardé les étoiles, sentant le poids de mes choix. Avais-je eu tort de tout donner à Thomas? L'amour d'un père a-t-il une limite? Quand le soleil a commencé à se lever ce dimanche, j'étais toujours là, fatigué, brisé, mais debout. Parce que c'est ce que font les hommes comme moi. On tombe, on pleure, on saigne, mais on se relève. Quelque chose en moi avait changé. Une petite colère commençait à grandir dans ce sol fertile de désillusions. À 7 heures du matin, mon téléphone a sonné. Le nom de Thomas s'affichait à l'écran. Mon cœur s'est emballé. Était-ce des excuses? S'était-il réveillé plein de remords? J'ai répondu d'une main tremblante. « Allô, papa, j'ai besoin des clés du domaine. » Sa voix était froide, directe, sans trace de remords. « Thomas ?» J'ai essayé de parler, mais il m'a coupé. Sophie veut faire la cérémonie civile là-bas le week-end prochain. Ensuite, on passera notre lune de miel à la maison. Ah, et il faut qu'on parle du transfert de propriété à mon nom rapidement. Ça n'a pas de sens que tu gardes tout ça à ton âge. J'ai senti mon corps se glacer.
Il n'appelait pas pour s'excuser, il faisait des exigences, le domaine que j'avais construit seul, pierre par pierre, sueur après sueur. Il voulait me l'arracher comme si c'était son droit. Tu m'as mis à la porte de ton mariage hier. Ma voix est sortie tremblante mais ferme. Et aujourd'hui tu me demandes les clés de ma propriété. Papa, ne dramatise pas. Sophie était stressée avec l'organisation. Ces choses arrivent. Mais maintenant, il faut penser à l'avenir. Tu es déjà âgé. Tu ne peux plus gérer ce domaine tout seul. Il vaut mieux le transférer à mon nom avant que... Avant que quoi, Thomas? Silence de l'autre côté. Un silence chargé d'intentions non dites. Rien, papa. Je pense juste à ton bien. On en parlera quand tu seras plus calme. Et il a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, sentant quelque chose de nouveau brûler en moi. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de la clarté, une clarté douloureuse et cristalline. Mon fils ne m'aimait pas. Il aimait ce que j'avais. Et Sophie n'était pas simplement une belle fille difficile, elle était une manipulatrice qui avait vu une opportunité et l'avait saisie de toutes ses forces. J'ai respiré profondément. J'ai regardé le domaine qui s'étendait devant moi. Chaque centimètre de cette terre avait une histoire de lutte, de nuits sans sommeil, de mains calleuses et de dos douloureux, une histoire que moi seul connaissais entièrement. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Si mon fils voulait me traiter en ennemi, alors je lui montrerais ce qu'un homme de 67 ans, endurci par la vie, est capable de faire quand il décide que ça suffit. Mais je ne savais pas encore que Thomas et Sophie avaient un plan bien plus élaboré que ce que j'imaginais, un plan qui impliquait non seulement mon domaine, mais ma propre liberté. J'ai passé le reste de ce dimanche à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, tentant d'effacer les traces de larmes. J'ai préparé un café que je n'ai même pas pu boire. Je suis resté assis dans la cuisine, regardant la tasse fumante, me demandant comment un fils que j'avais nourri, à qui j'avais appris à marcher en tenant ses petites mains, pouvait me traiter ainsi. La maison semblait plus grande dans ce silence, plus vide. Les tableaux au mur, des photos de Thomas à toutes les étapes de sa vie, me regardaient comme des témoins muets d'un amour que je ne savais plus s'il existait encore. Le lundi matin, avant même que le coq ne chante, mon téléphone a sonné à nouveau, 6h15. J'ai regardé l'écran et j'ai vu son nom une fois de plus. Mon estomac s'est noué. « Allô, papa, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit ?» La voix de Thomas semblait impatiente, comme si je retardais quelque rendez-vous important. « Thomas, il est 6h du matin. » Je sais quelle heure il est. J'ai besoin d'une réponse. Sophie fait les préparatifs pour le mariage civil et doit confirmer le lieu. J'ai respiré profondément. Fils, nous devons parler en personne de tout cela, de beaucoup de choses. En fait, il n'y a rien à discuter, papa. C'est simple. Tu me donnes les clés ou je vais devoir régler ça autrement. Ces mots sont tombés comme de la glace dans ma poitrine. Régler autrement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que tu n'es plus tout jeune, tu n'arrives plus à gérer une propriété de cette taille tout seul. N'importe quel juge comprendra que le mieux est que je reprenne la gestion. Mon sang s'est glacé. Il me menaçait. Mon propre fils insinuait qu'il pouvait me prendre de force ce qui était légitimement à moi. Tu es sérieux? Je suis réaliste. Écoute, ça n'a pas besoin de se passer comme ça. Si tu coopères, on s'occupera bien de toi. Sophie a même suggéré de rénover la petite chambre du fond pour toi. Ce serait parfait, petit, facile à nettoyer. La chambre du fond, 4x2 que j'utilisais pour ranger des outils. Il m'offrait une pièce à outils dans ma propre maison, comme si c'était une faveur. Thomas, ce domaine est à moi. Je l'ai construit à partir de rien après la mort de ta mère. Et je suis ton fils unique, ton seul héritier. Tôt ou tard, ça me reviendra de toute façon. Alors pourquoi ne pas faciliter les choses maintenant? La froideur dans sa voix me blessait plus profondément que n'importe quel couteau. Il n'y avait pas d'amour, ni de respect, pas même une considération élémentaire. Je dois réfléchir.
ai-je réussi à dire. Tu as jusqu'à vendredi. Sophie voudra une réponse d'ici là. Sophie. Toujours Sophie. Comme si c'était elle qui commandait maintenant. Et si je dis non? Le silence qui suivit était chargé de menaces. Alors, on devra prendre les mesures nécessaires. J'ai déjà consulté un avocat, papa. Maître Leroy, le cousin de Sophie. Il a dit que, compte tenu de ton âge et des difficultés de gestion, ce ne serait pas difficile d'obtenir une tutelle provisoire. Tutelle. Le mot résonna dans ma tête comme un coup de feu. Il voulait me déclarer incapable, me transformer en un invalide mental aux yeux de la loi pour me voler ce qui était à moi. Tu ne ferais pas ça. Je ne veux pas le faire. Mais si tu m'y forces... Il laissa la phrase en suspens, comme une guillotine prête à tomber. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Je suis resté là, immobile au milieu de la cuisine, sentant les murs tourner autour de moi. Mon fils conspirait contre moi, mon fils unique que j'avais élevé seul, que j'avais habillé, nourri, éduqué, planifié de me dépouiller. Je me suis assis sur la chaise en bois usé, celle-là même où j'asseyais Thomas sur mes genoux quand il était enfant pour lui donner à manger. Je me suis souvenu des nuits où il avait de la fièvre et où je restais éveillé, passant un chiffon humide sur son front, priant pour qu'il aille mieux. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais vendu des parcelles pour payer l'école privée qu'il voulait, les études de commerce à Paris, la voiture qu'il avait demandée quand il avait réussi son bac, chaque sacrifice, chaque renoncement, chaque non que je m'étais dit à moi-même et chaque oui que je lui avais dit. Tout a défilé devant moi comme un film cruel. À 9 heures, j'ai entendu le bruit d'une voiture montant le chemin de terre. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une BMW argentée rutilante s'arrêter dans la cour. Je l'ai immédiatement reconnue. C'était la voiture de Thomas, celle que je lui avais offerte pour son 30e anniversaire. 38 000 € que j'avais tirés de la vente de la récolte de cette année-là. Il est descendu de voiture, mais il n'était pas seul. Sophie est sortie du côté passager, habillée comme si elle allait à une fête, pas dans un domaine viticole. Talons hauts, robe moulante, lunettes de soleil coûteuses, et derrière eux, un homme en costume descendit d'une berline noire. Mon cœur s'est accéléré. Ils étaient venus préparés. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne sonne. Je ne voulais pas qu'il voie de ma peur. « Bonjour, papa !» Thomas est entré sans attendre d'invitation, comme si la maison était à lui. Sophie est passée devant moi, sans même me regarder dans les yeux. L'homme en costume m'a tendu la main. « Monsieur Durand, enchanté, je suis maître Leroy, l'avocat de la famille. »« Famille ?» ai-je répété sans serrer sa main. « Eh bien, de la nouvelle famille de Thomas, » a-t-il corrigé avec un sourire professionnel bien répété. Nous sommes entrés dans le salon. Sophie a regardé autour d'elle avec une grimace à peine dissimulée, comme si elle évaluait un entrepôt. Mes meubles simples, mon canapé en tissu rapiécé, ma vieille télévision, tout semblait l'offenser. « Alors, papa ?» Thomas a commencé en s'asseyant sur le canapé sans attendre que je l'y invite. « Je suis venu ici pour qu'on règle ça de façon civilisée. » Maître Leroy a ouvert une mallette en cuir noir et en a sorti plusieurs documents. Il les a placés sur la table basse, étalant des papiers comme des cartes à jouer. « Monsieur Durand, nous vous apportons ici une proposition de donation entre vifs. C'est un document très simple, très courant dans les familles. En gros, vous donnez 70% de la propriété à votre fils Thomas, en conservant 30% et l'usufruit viager. » « L'usufruit viager ?» ai-je demandé sans bien comprendre. « Cela signifie que vous pouvez continuer à vivre ici jusqu'à la fin, » a-t-il expliqué avec ce ton condescendant que les gens utilisent quand ils pensent parler à quelqu'un de stupide. J'ai pris l'un des documents. Les lettres semblaient danser devant moi. J'ai essayé de lire, mais les termes juridiques étaient trop compliqués. Donation, clause de réversion, usufruit, nue propriété. Et si je ne veux pas signer? Le silence qui est tombé dans la pièce était pesant.
Sophie a croisé les jambes et a examiné ses ongles comme si elle s'ennuyait. Thomas a échangé un regard avec Maître Leroy. « Papa, vous avez déjà 67 ans. » Maître Leroy a commencé en utilisant ce ton de fausse préoccupation. Gérer une propriété de cette taille seule est très difficile. Nous avons déjà consulté sur la possibilité d'une procédure de tutelle, au cas où vous ne seriez pas en mesure de gérer vos propres biens. Tutelle ? Ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais. Vous êtes en train de dire que vous allez me déclarer fou ? Personne ne parle de folie. Thomas est intervenu, mais son ton était froid. Nous parlons d'incapacité de gestion. C'est différent. C'est pour votre propre bien. Mon propre bien ? Ai-je répété, sentant la colère monter dans ma gorge. Vous voulez me prendre tout, et vous dites encore que c'est pour mon propre bien. Sophie a finalement parlé, enlevant ses lunettes de soleil. Soyons pratiques, Jean. Vous n'allez pas vivre éternellement. Tôt ou tard, tout ceci appartiendra à Thomas. Alors, pourquoi ne pas faciliter les choses maintenant? On s'occupera de vous. Vous aurez un petit coin confortable, sans souci. Un petit coin, ai-je murmuré, dans ma propre maison. Notre maison, a corrigé Sophie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai regardé mon fils, cherchant sur ce visage quelques traces du garçon que je connaissais, mais tout ce que j'ai vu était un étranger, un homme que je ne reconnaissais plus. Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir, ai-je réussi à dire. 15 jours, a annoncé Maître Leroy en rangeant les papiers. C'est un délai raisonnable. Après cela, nous devrons prendre d'autres mesures. Ils se sont tous levés en même temps, comme s'ils avaient répété. Thomas s'est arrêté à la porte, s'est tourné vers moi. « Papa, ne complique pas les choses plus qu'elles ne doivent l'être. Tout le monde veut ce qu'il y a de mieux pour toi. » Et ils sont partis. J'ai entendu la BMW démarrer, le klaxon retentir 2 fois, Sophie qui le pressait, et le bruit du moteur s'éloignant sur le chemin de terre. Je suis resté seul dans ce salon, entouré par le silence et la sensation d'avoir été écrasé par un camion. 15 jours. Il m'avait donné 15 jours pour livrer tout ce que j'avais construit en 35 ans de lutte. J'ai regardé les photos sur le mur. Thomas, souriant sur chacune d'elles, enfant heureux, adolescent fier, jeune diplômé. Sur chacune de ces photos, j'étais à ses côtés. Mais sur les photos récentes, depuis que Sophie était entrée dans sa vie, j'avais disparu des images. Je comprenais maintenant. J'étais déjà en train d'être effacé depuis longtemps. Je ne l'avais simplement pas remarqué. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un homme qui a construit un empire seul, veuf et sans aide, n'allait pas se rendre sans combattre. Et j'avais 15 jours pour découvrir exactement ce qui se passait et quoi faire à ce sujet. Après leur départ, je suis resté immobile dans le salon vide, sentant le poids de tout cela. J'ai regardé ces murs simples, ces meubles usés, chaque recoin de cette maison, et soudain les souvenirs sont venus comme une inondation. Il y a 35 ans, j'étais une autre personne. J'avais 32 ans, et je venais d'enterrer Marie, ma femme. Elle est morte dans un accident de voiture sur la route. Un dépassement mal négocié, un conducteur ivre. En l'espace de quelques secondes, ma vie a basculé. Aux funérailles, tout le monde me regardait avec pitié. « Pauvre Jean », disait-il doucement. Si jeune, veuf avec un bébé, sans métier stable, comme si j'étais un cas désespéré, comme si mon destin était de devenir un fardeau pour les autres. Marie n'a pas laissé de fortune, elle a laissé des dettes. 181 000 € qu'elle devait à la banque, aux fournisseurs, des emprunts qu'elle avait faits en essayant de sauver le petit domaine qu'elle avait hérité de son père et m'avait laissé. 45 hectares à l'époque, la moitié de ce que c'est maintenant, complètement abandonné. Des herbes hautes, des clôtures tombées, une maison ayant besoin de rénovation. Tous me conseillaient de vendre. « Jean, tu ne connais rien à la viticulture. Vends cette terre, paie les dettes et va vivre en ville. Trouve un emploi, un travail léger, comme si j'étais trop fragile pour supporter la vie. Mais il y a une chose que j'ai apprise depuis mon enfance, élevée à la campagne par des parents simples.
Je ne suis pas né pour demander la permission à qui que ce soit. Je n'allais pas vendre ce qui était à moi. Je n'allais pas abandonner avant d'avoir essayé. Thomas est né, et j'ai fait une promesse. Il ne manquerait jamais de rien. Il ne ressentirait jamais l'absence de sa mère. J'allais être père et mère à la fois. J'ai commencé par nettoyer des maisons en ville. Je me levais à 4 heures du matin, je laissais Thomas avec Madame Moreau, ma voisine, et j'allais nettoyer 3 maisons par jour. Je rentrais le soir épuisé, les mains gercées, à force de produits nettoyants, le dos douloureux. Les week-ends, je faisais des pâtisseries à vendre. Je passais la nuit dans la cuisine à préparer des plateaux et des plateaux. Je vendais sur le marché, devant les écoles, partout où je trouvais des acheteurs. Chaque centime servait à rembourser les dettes de Marie. J'ai mis 4 ans à tout payer, 4 ans à me lever avant le soleil, à me coucher après minuit. Thomas a grandi en voyant son père travailler sans cesse. Parfois, je le regardais jouer par terre avec des petites voitures en bois que je fabriquais moi-même, et je pensais, ça en vaudra la peine. Un jour, il comprendra. Quand j'ai enfin payé la dernière dette, j'ai regardé le domaine abandonné et j'ai pensé, maintenant, c'est à mon tour. Je ne connaissais rien à la viticulture, mais je me suis informé. J'ai contacté le syndicat viticole, assisté à des conférences, parlé avec les viticulteurs voisins. Certains riaient de moi. Un homme seul ne peut pas gérer un domaine, disait-il. D'autres étaient plus directs. Tu vas échouer. J'ai planté ma première parcelle de vigne seul. J'ai appris à conduire un tracteur en regardant des vidéos empruntées à la bibliothèque. J'ai réparé les clôtures de mes propres mains, même quand les paumes saignaient. Je me réveillais à l'aube pour vérifier l'irrigation. Je dormais dans les vignes quand il y avait du gel prévu, prêt à allumer les bougies qui protégeaient les plants. La première récolte a réussi. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour prouver que j'y arrivais. J'ai pris le bénéfice et acheté plus de terre. 10 hectares d'un voisin qui abandonnait, puis 15 de plus, puis encore 15. Le domaine, la vigne des 3 chênes a grandi. Hectare par hectare, sueur après sueur. Thomas grandissait en voyant tout cela. Je l'emmenais avec moi dans les vignes pendant les vacances. Je lui montrais comment tout fonctionnait. J'essayais de lui enseigner la valeur du travail, mais j'ai remarqué qu'il avait honte. Honte de son père viticulteur, des mains calleuses, des vêtements simples. Quand il a eu 15 ans, il a demandé à étudier en ville. « Papa, il n'y a pas d'avenir pour moi ici. » J'ai accepté. J'ai loué une petite chambre pour lui dans une pension. Je payais tout. Loyer, nourriture, école privée, cours particuliers. Je vendais des parcelles, du vin, tout ce qui était nécessaire. Il a été admis en école de commerce dans une université privée, 24 000 € par an. J'ai tout payé en travaillant doublement pour ne manquer aucune échéance. Pendant ce temps, je continuais à vivre dans la maison simple, à porter les mêmes vêtements, à conduire la même vieille Peugeot. C'est pour mon fils, me disais-je. Il aura les opportunités que je n'ai pas eues. Quand il a obtenu son diplôme, je lui ai offert une voiture en cadeau, 38 000 €. Quand il a eu 30 ans, j'ai payé la fête qu'il voulait, 95 000 €. Quand il s'est marié avec Sophie, j'ai payé sa robe, la décoration, tout. Je n'ai jamais dit non, je n'ai jamais rien refusé. Je pensais investir dans l'avenir, dans l'amour, dans la gratitude. Mais j'ai découvert trop tard que la gratitude ne s'achète pas. Peu importe ce que vous donnez, peu importe combien vous vous sacrifiez. J'ai regardé mes mains tandis que les souvenirs défilaient. Des mains de 67 ans, pleines de cales, tachées par le soleil, marquées par des cicatrices de 35 ans de dur labeur. Chaque marque avait une histoire. Chaque cicatrice représentait une bataille gagnée. Et maintenant mon fils voulait me prendre tout ça, voulait me transformer en un vieil homme inutile, dépendant, vivant dans un coin de ma propre conquête. Mais il avait oublié une chose importante. Des hommes comme moi n'atteignent pas l'âge de 67 ans, ne bâtissent pas des empires à partir de rien en étant faibles. Nous arrivons jusqu'ici parce que nous sommes faits d'acier.
Et si mon fils voulait la guerre, il allait découvrir que son père n'avait pas appris seulement à cultiver la vigne toutes ces années. Mais avant de réagir, je devais comprendre exactement à qui j'avais affaire, car quelque chose me disait que Sophie n'était pas qui elle prétendait être. Et j'avais raison, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sophie est entrée dans la vie de Thomas il y a 2 ans. Je me souviens du jour exact, le 15 mars, un samedi après-midi. Thomas a appelé disant qu'il amènerait quelqu'un de spécial pour me la présenter. J'étais excité. Mon fils ne présentait jamais ses petites amies. Je pensais qu'il avait enfin trouvé quelqu'un de sérieux. J'ai passé toute la matinée à nettoyer la maison, à préparer un déjeuner soigné. J'ai fait du coq au vin, des pommes de terre au four, cette tarte aux pommes que Thomas a toujours adorée. J'ai mis mes meilleurs vêtements, une chemise en lin beige que je gardais pour les occasions spéciales. Quand la BMW s'est arrêtée dans la cour, je suis sorti pour les accueillir. Thomas est descendu en souriant et elle est apparue. Sophie avait 26 ans à l'époque, grande, mince, cheveux lissés tombant parfaitement sur ses épaules. Elle portait une robe blanche moulante, des talons aiguilles, des ongles faits, un maquillage impeccable. Elle semblait sortir tout droit d'un magazine et à regarder ma maison comme on regarde un poulailler. « Bonjour », a-t-elle dit, sans tendre la main, sans sourire, juste « bonjour ». « Très heureux, Sophie. Quelle joie de te rencontrer, enfin. » J'ai essayé de l'embrasser, mais elle a fait un pas en arrière, comme si j'étais sale. Attention à ma robe, c'est de la soie. J'ai ravalé mon malaise et les ai conduits à l'intérieur. Thomas semblait ne rien remarquer, trop enthousiaste. Sophie regardait tout avec cet air d'évaluation, a passé son doigt sur la table pour vérifier la poussière, s'est assise sur le canapé avec une précaution exagérée, comme s'il allait se casser. Pendant le déjeuner, elle a à peine mangé. « Je suis au régime », a-t-elle dit en repoussant l'assiette. Elle est restée sur son téléphone la plupart du temps, jusqu'à ce qu'elle pose la question qui m'a glacé. « Alors, Jean, combien vaut cette propriété ici ?» Ni monsieur Jean, ni monsieur juste Jean, comme si nous avions le même âge. Sophie, Thomas a essayé de rire, gêné. « Quelle question est-ce là ?»« Une question normale. Ton père va te léguer tout ça un jour, n'est-ce pas? J'ai le droit de savoir. » Elle m'a regardé directement, sans ciller, des yeux froids, calculateurs. « Le domaine vaut ce que j'ai construit tout au long de ma vie, » ai-je répondu, essayant de rester poli. « Ce n'est pas seulement le prix de la terre, c'est l'histoire. »« L'histoire ne paie pas les factures, » a-t-elle répondu, retournant à son téléphone. Le déjeuner s'est terminé dans la tension. Quand ils sont partis, Thomas m'a donné une rapide accolade. « Elle est un peu directe, mais tu vas t'habituer à elle, papa. C'est une excellente fille. » Excellente fille. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Dans les mois suivants, j'ai remarqué des changements. Thomas a commencé à venir moins souvent. Quand il venait, c'était toujours pressé. « Sophie m'attend. » C'était l'excuse constante. Les appels sont devenus plus courts, plus froids. Un jour, j'ai reçu un appel de lui me demandant de l'argent. « Papa, j'ai besoin de 20 000 euros. »« C'est urgent. Je te rembourserai le mois prochain. » Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai vendu une parcelle et j'ai fait le virement. Il n'a jamais remboursé. Il n'a plus jamais mentionné le sujet. Puis sont venues d'autres demandes. « Papa, je dois rénover mon appartement. » 15 000 euros. « Papa, la voiture est en panne. J'ai besoin de 12 000 euros pour la réparation. » Toujours urgent, toujours nécessaire. Et je disais toujours oui, jusqu'à ce qu'il apparaisse avec Sophie pour annoncer leur fiançailles. Elle a montré la bague, une énorme pierre qui devait coûter une fortune. « Thomas a très bon goût », a-t-elle dit en l'exhibant de tous les côtés. « Papa, on doit parler de la fête. » Thomas a commencé. Sophie a ouvert un dossier avec des devis. Décoration 40 000 euros, traiteur 35 000 euros, robe 20 000 euros, total 95 000 euros. C'est le mariage de ses rêves, Thomas a expliqué en tenant la main de Sophie. Et je veux le réaliser. J'ai regardé ces chiffres.
C'était plus que ce que je gagnais en une année entière, mais j'ai regardé le visage de mon fils, cet espoir dans ses yeux, et je n'ai pas pu refuser. « Je vais vendre des parcelles », ai-je dit. « Ça prendra du temps, mais je peux le faire. » Sophie a souri pour la première fois, un sourire qui n'a rien réchauffé. À partir de ce jour, elle a commencé à venir plus souvent au domaine, toujours en mesurant, évaluant, posant des questions. Combien d'hectares exactement? Combien ça rapporte par an? Y a-t-il des dettes? Le titre de propriété est-il seulement à ton nom? Sophie s'intéresse à l'entreprise familiale, Thomas expliquait fièrement. Elle a fait une école de commerce, elle peut t'aider. Mais ce n'était pas de l'intérêt, c'était du calcul. Elle était en train de cartographier tout ce que j'avais, planifiant comment me le prendre. Les choses ont empiré rapidement. Sophie a commencé à faire des commentaires devant Thomas. « Ton père est très contrôlant, il ne te laisse pas grandir. Tu as déjà 35 ans et tu dépends encore de sa permission pour tout. Un vrai homme prend ce qui est à lui. » J'ai vu mon fils se transformer, il a commencé à me questionner. « Papa, pourquoi tu ne mets pas le domaine à mon nom tout de suite? Tu te méfies de moi? Tout le monde trouve bizarre que tu gardes tout comme ça. Les gens disent que tu es avare. » Avare. Moi qui ai tout donné pour lui. 2 semaines avant le mariage, ils sont apparus avec une suggestion. « Papa, on a pensé, pourquoi ne pas faire une société? Tu apportes le domaine, j'apporte la gestion, on partage les bénéfices. » C'était Sophie qui parlait. Thomas se contentait d'acquiescer. Pour la première fois, j'ai dit non. Son visage s'est durci. « Tu ne fais pas confiance à ton propre fils? » Je lui fais confiance, mais pas à toi. C'était la première fois que je disais ce que je pensais. Sophie s'est levée, a pris son sac. « Allons-y, Thomas. Ton père a clairement exprimé ce qu'il pense de nous. » Et ils sont partis. Cette nuit-là, Thomas m'a appelé furieux. « Comment as-tu pu humilier Sophie comme ça? Elle pleure, elle est désespérée. Elle pense que tu la détestes. Thomas, réveille-toi. Elle ne t'aime pas. Elle aime ce que tu vas hériter. Tu es jaloux parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un. Tu as toujours été possessif. Tu n'as jamais voulu me voir heureux. Possessif. » Le mot m'a frappé comme une gifle. J'ai raccroché sans répondre. Et puis, il y a eu le mariage, l'humiliation publique, l'expulsion, et maintenant, la tentative de me voler tout ce que j'avais. Assis dans le salon vide, j'ai compris. Sophie n'était pas juste une arriviste ordinaire. Elle était dangereuse, calculatrice, et elle avait complètement empoisonné mon fils contre moi. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que Sophie cachait des secrets bien plus sombres, des secrets qui, une fois découverts, changeraient tout. Les 15 jours qu'il m'avait donnés semblaient une éternité et, en même temps, passaient trop vite. J'ai mal dormi toutes les nuits, me réveillant en sursaut, réfléchissant à ce que je devais faire. Le domaine était tout ce que j'avais, pas seulement de l'argent ou un patrimoine, c'était mon identité. C'était la preuve que j'avais survécu alors que tous avaient parié contre moi. Au 10e jour, j'ai entendu le bruit de voitures sur la route. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 3 véhicules monter. La BMW de Thomas, une berline noire et une voiture que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est accéléré. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Thomas est entré en premier, suivi de Sophie, Maître Leroy, et 2 personnes que je ne connaissais pas. Un homme et une femme d'âge moyen, bien habillés, que Sophie a présentés comme ses parents, Monsieur et Madame Bertrand. « Bonjour, Monsieur Durand », Monsieur Bertrand a dit, me serrant la main fermement. « Désolé d'arriver comme ça sans prévenir. »« Bonjour », ai-je répondu méfiant. « Pourquoi les parents de Sophie étaient-ils là ?» Nous sommes entrés dans le salon. Maître Leroy a ouvert son dossier comme la dernière fois, mais cette fois, il y avait encore plus de papier. Il a tout étalé sur la table, documents, plans de propriété, évaluation de prix. « Alors, Monsieur Durand, » a-t-il commencé avec ce ton professionnel répété, « nous avons apporté une proposition améliorée. Maintenant, au lieu de donner 70%, vous pouvez donner seulement 60%. Vous gardez 40% nominal et l'usufruit complet. C'est très généreux. » « Généreux »
ai-je répété, sentant la colère monter. Généreux serait de me laisser en paix dans ma propre maison. Sophie a soupiré bruyamment, levant les yeux au ciel. Jean, soyons réalistes, vous avez déjà 67 ans. Combien de temps vous reste-t-il? 5 ans, 10, si vous avez de la chance. Sophie, Madame Bertrand l'a réprimandée doucement, mais sans grande conviction. Je suis juste pratique, maman. Quelqu'un doit dire la vérité ici. Sophie s'est tournée vers moi. Vous ne pouvez plus gérer cela seul. C'est de plus en plus difficile. Pourquoi ne pas faciliter les choses maintenant? Parce que cette terre est à moi, ai-je dit, la voix tremblante de colère contenue. Je l'ai construite à partir de rien. J'ai mérité chaque centimètre. Personne ne conteste cela, monsieur Durand. Maître Leroy est intervenu. Mais nous devons penser à l'avenir. Thomas est votre seul héritier. Tôt ou tard, je meurs, et alors vous avez tout. C'est ça? J'ai complété la phrase qu'il n'avait pas eu le courage de finir. Un lourd silence est tombé dans la pièce. Thomas regardait le sol, incapable de me regarder en face. Monsieur Bertrand semblait mal à l'aise. Seuls Sophie et Maître Leroy gardaient cette expression froide, professionnelle. « Monsieur Durand », Maître Leroy a continué, « nous avons déjà consulté des spécialistes. Compte tenu de votre âge avancé et de la complexité de gérer une propriété viticole de 85 hectares seul, il ne serait pas difficile d'obtenir une tutelle provisoire. C'est une procédure rapide, surtout s'il y a des preuves que vous mettez le patrimoine en danger. » Des preuves? Ma voix est sortie plus forte. Quelle preuve? Ce domaine est rentable. Je n'ai jamais eu de dette. Je n'ai jamais manqué un paiement. Une gestion inadéquate ne concerne pas seulement les dettes, a-t-il expliqué avec cette patience condescendante. Il s'agit de l'incapacité à prendre des décisions appropriées. Par exemple, refuser une proposition raisonnable de donation à son propre fils peut être interprété comme de l'entêtement pathologique. Entêtement pathologique. Il créait un récit selon lequel j'étais fou, difficile, incapable. On ne veut pas en arriver là, Thomas a finalement parlé, toujours sans me regarder. C'est pourquoi nous sommes ici pour offrir un accord. Tu signes, tu restes vivre ici tranquille, sans souci. On s'occupe de tout. S'occuper de tout, ai-je répété. Et moi, je reste où? Dans la petite chambre du fond dont vous parlez tant? Sophie a souri. On peut la rénover, mettre une petite salle de bain, un petit lit. Ça peut devenir assez charmant comme une suite. Une suite de 4 mètres pour lui. On m'offrait une cellule dans ma propre prison. « Et si je dis non ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Maître Leroy a rassemblé les papiers avec un calme étudié. « Alors, nous devrons recourir à la voie judiciaire. J'ai ici, il a tiré un autre document, des rapports médicaux attestant que les personnes de votre âge présentent fréquemment un déclin cognitif. Nous avons également des témoignages de voisins sur un comportement erratique. » Quel voisin? Quel comportement erratique? On vous a vu parler seul dans les vignes, parfois vous oubliez des rendez-vous, vous confondez les dates. Il a énuméré avec une tranquillité assassine. Chaque mot était un mensonge. Mais j'ai compris que cela n'importait pas. Ils étaient en train de construire un dossier contre moi, et ils avaient des témoins prêts à mentir. Combien de temps ai-je pour décider? Ma voix est sortie faible, vaincue. Jusqu'à vendredi, a répondu Maître Leroy. C'est dans 4 jours. Si vous ne signez pas, lundi nous déposerons la demande de tutelle. Sophie s'est levée, lissant sa robe. Allons-y, chérie. Je crois que Jean a besoin de temps pour réfléchir. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire venimeux. Mais réfléchissez bien, n'est-ce pas? Parce qu'après que le juge aura décidé, vous n'aurez plus le choix, et alors nous pourrons vraiment faire ce que nous voulons de cet endroit. Ils sont tous partis. Monsieur et Madame Bertrand semblaient honteux. Ils ont évité de me regarder. Thomas est passé devant moi, comme si j'étais invisible. Sophie a été la dernière, s'arrêtant à la porte. « Ah, Jean, juste une chose, » a-t-elle dit avec une fausse douceur. « Quand tout ceci sera à nous, la première chose que je ferai sera de démolir cette vieille maison et de construire un manoir moderne. Ce sera magnifique. » Et elle est partie en riant.
Je suis resté là seul, entouré par des murs qui avaient plus de 30 ans d'histoire. Chaque planche, chaque brique, chaque fenêtre avait un souvenir, et elle voulait tout détruire. Ce soir-là, assis sur la terrasse, j'ai pleuré pour la deuxième fois en des décennies. Mais cette fois, ce n'était pas seulement des larmes de tristesse, c'était des larmes de colère, de révolte, d'indignation. J'avais 4 jours. 4 jours pour découvrir une issue, 4 jours pour sauver tout ce que j'avais construit. Et d'une certaine façon, en regardant les étoiles, j'ai senti une voix en moi qui disait « Ne te rends pas, pas maintenant, pas après tout ce que tu as traversé. » Mais seul, je n'allais pas réussir. J'avais besoin d'aide. C'est alors que je me suis souvenu de quelqu'un qui avait toujours été à mes côtés, même quand le monde entier m'avait tourné le dos. Pierre Leclerc, mon vieil ami, l'homme qui connaissait tous les secrets de cette petite ville. Et peut-être, juste peut-être, savait-il quelque chose sur Sophie que je ne savais pas encore. Après leur départ, je ne pouvais pas rester immobile. J'ai marché dans la maison comme une âme en peine, regardant chaque recoin, chaque objet, chaque souvenir. La table en bois massif que Marie avait fait polir à la main avant de mourir. L'armoire de cuisine que j'avais peinte et repeinte 5 fois au fil des ans, les marques sur le mur où je mesurais la taille de Thomas à chaque anniversaire. 35 ans de vie étaient dans ces murs, et Sophie voulait tout démolir. Je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert l'armoire. Au fond, sous de vieilles couvertures, se trouvait la boîte à chaussures où je gardais d'anciens documents, lettres, photos jaunies, papiers que je n'avais pas regardés depuis des années. Je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à fouiller. La première chose que j'ai trouvée était une lettre de Marie. Elle l'avait écrite quand elle a appris qu'elle était enceinte, quelques semaines avant de mourir. Son écriture légèrement penchée disait « Jean, s'il s'agit d'un garçon, apprends-lui à être un vrai homme. Un homme qui protège ceux qui l'aiment, qui honore sa parole, qui respecte sa mère. Et si je ne suis pas là pour l'enseigner, tu sauras le faire. Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. » J'ai serré la lettre contre ma poitrine, sentant les larmes brûler. Marie avait foi en moi. Elle croyait que j'étais fort, mais à ce moment-là, je me sentais petit, vaincu. J'ai continué à fouiller. J'ai trouvé des photos de Thomas enfant. Un sourire édenté à 6 ans, tenant un poisson que nous avions pêché ensemble dans le lac. Une autre à 12 ans, avec l'uniforme de l'école que je lavais à la main chaque jour. Une autre à 18 ans, le jour de son baccalauréat, me serrant fort dans ses bras. Sur chaque photo, il me regardait avec admiration, avec amour. Quand cela avait-il changé? À quel moment avais-je cessé d'être le père qu'il aimait pour devenir un obstacle? J'ai pris les petits mots que je lui écrivais pour ses anniversaires. Je les gardais tous. Pour ses 15 ans, j'avais écrit « Fils, tu es ma plus grande fierté. Tout ce que je fais est pour te voir heureux et épanoui. Je t'aime plus que tout. » Pour ses 21 ans, « Thomas, le monde est à toi. Va conquérir tes rêves. » Je serai toujours là pour t'encourager, toujours à donner, toujours à soutenir, ne demandant jamais rien en retour. Et maintenant, il me payait ainsi. J'ai fermé la boîte, les mains tremblantes. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'avais besoin de perspective. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la lumière allumée dans la maison voisine à 500 mètres de là. Pierre Leclerc. J'ai pris une lampe de poche et j'ai marché sur le chemin de terre. La nuit était froide, le vent coupait la peau. Je suis arrivé chez lui et j'ai frappé à la porte. Il a ouvert en pyjama, le visage inquiet. « Jean, quelle frayeur! Il s'est passé quelque chose ?»« J'ai besoin de parler, Pierre, s'il te plaît. » Il m'a tiré à l'intérieur, a préparé un cognac chaud et nous nous sommes assis dans sa cuisine. Je lui ai tout raconté. Le mariage, l'humiliation, les menaces, les documents, la tutelle. J'ai parlé sans m'arrêter, les mots sortant comme un vomissement. Pierre m'a écouté en silence, hochant la tête. Quand j'ai terminé, il a soupiré profondément. « Jean, je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'imaginais pas que c'était si grave. »« Comment le savais-tu » Il a hésité, remuant son verre. « Sophie dit du mal de toi au café du village. »
Je n'ai pas voulu te le dire pour ne pas te blesser, mais maintenant je pense que tu dois savoir. Mon estomac s'est retourné. Qu'est-ce qu'elle raconte? Que tu es avare, que tu as exploité Thomas toute sa vie, que tu l'as fait travailler gratuitement dans le domaine quand il était enfant, que maintenant tu refuses de lui donner ce qui lui revient de droit, parce que tu es contrôlant et que tu n'acceptes pas qu'il ait grandi. Chaque mot était un mensonge. Thomas n'avait jamais travaillé un seul jour dans le domaine. Il avait toujours étudié en ville. Il avait toujours eu tout ce qu'il y a de mieux. Et le pire, Pierre a continué, c'est que certaines personnes la croient parce qu'elle parle bien, s'habille bien, semble éduquée. Et toi, eh bien, tu as toujours été réservé, tu ne t'es jamais soucié des apparences. Alors c'était ça. Sophie construisait un récit public contre moi, préparant le terrain pour quand elle essaierait de me prendre le domaine. Ainsi, quand la procédure de tutelle commencerait, les gens diraient « Ah, il était temps, Jean a toujours été difficile. » Il y a plus. Pierre a parlé doucement, comme si quelqu'un pouvait entendre. Marie du café m'a raconté quelque chose d'étrange. Elle a dit que Sophie avait mentionné avoir une fille. Je me suis figé. Une fille? Thomas n'a jamais rien dit à ce sujet. Justement, Marie a trouvé ça bizarre aussi. Elle a demandé plus d'informations, mais Sophie a changé de sujet rapidement. Elle a dit qu'elle avait dit une bêtise, que c'était sa filleule, pas sa fille. Mon esprit a commencé à travailler. Une fille. Sophie avait quel âge? 28 ans maintenant. Si elle avait une fille, quel âge aurait-elle? Et où était cet enfant? Pourquoi Thomas n'en avait jamais parlé? Pierre, penses-tu qu'elle cache quelque chose? Jean, cette fille cache beaucoup de choses. Personne ne se marie aussi intéressé par un héritage sans avoir un passé. Je parie que si tu cherches bien, tu vas trouver des choses louches. Il avait raison. J'étais tellement concentré à essayer de comprendre mon fils, à traiter la douleur de la trahison, que je n'avais pas enquêté sur qui était réellement Sophie. Je dois découvrir la vérité sur elle, ai-je dit, sentant une étincelle d'espoir s'allumer. Mais comment? Je ne sais même pas par où commencer. Pierre a réfléchi un moment. Il y a un avocat en ville, Maître Dubois. Il est sérieux, pas comme ce Maître Leroy véreux. Il peut t'aider à enquêter. Un avocat, ça coûte cher, Pierre. Je ne sais pas si je peux. Jean, tu vas tout perdre si tu ne te bats pas. Oublie le prix. Va le voir demain matin. Je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais pas complètement perdu. J'avais un plan, un début de stratégie. Je me suis couché, mais je n'ai pas pu dormir. Je pensais sans cesse à qui était vraiment Sophie, d'où venait-elle, que cachait-elle. Et plus important, Thomas savait-il avec qui il s'était marié? L'aube a été longue. Quand le soleil a commencé à se lever, j'étais déjà debout, habillé, prêt. J'allais voir Maître Dubois, j'allais découvrir la vérité. Parce qu'une chose que je savais, c'est que les femmes qui mentent sur une chose mentent sur beaucoup d'autres. Et si Sophie mentait sur son passé, peut-être mentait-elle sur beaucoup plus, peut-être même sur ses véritables intentions envers mon fils. Il restait 3 jours jusqu'à vendredi, 3 jours pour découvrir qui était vraiment la femme qui essayait de me détruire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant 5 heures. Je n'avais pas bien dormi, mais je sentais une énergie différente parcourir mes veines. Ce n'était plus le désespoir, c'était la détermination. J'ai pris un café rapide, j'ai mis mes meilleurs vêtements, un pantalon en toile et une chemise blanche, et j'ai pris la route pour la ville. Le cabinet de Maître Dubois se trouvait au centre, dans un vieil immeuble de 2 étages. Je suis arrivé au moment où il ouvrait la porte. C'était un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, lunettes épaisses, apparence simple, rien du glamour factice de Maître Leroy. « Bonjour, vous avez rendez-vous » a-t-il demandé poliment. « Non, mais c'est urgent. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'aide. » Il m'a regardé un instant. Il a dû voir le désespoir dans mes yeux et m'a fait signe d'entrer. Je me suis assis sur la chaise en face de son bureau et je lui ai tout raconté. Je n'ai rien caché. J'ai parlé de l'humiliation au mariage, des menaces, du délai de 4 jours, de la tentative de tutelle.
Je lui ai montré les documents que Maître Leroy avait laissés. Il a tout lu attentivement, prenant des notes. Monsieur Durand, ce Maître Leroy est connu ici. Il a défendu plusieurs cas douteux, mais vous avez une chose en votre faveur. La loi. La loi, ai-je répété sans comprendre. Le domaine est enregistré uniquement à votre nom? Oui, il l'a toujours été depuis la mort de Marie. Alors, légalement, votre fils n'a droit à rien tant que vous êtes en vie. L'héritage n'existe qu'après la mort. Toute donation entre vifs nécessite votre consentement libre et spontané. Il a enlevé ses lunettes, nettoyé les verres et ajouté « Et d'après votre histoire, ce consentement est obtenu sous la contrainte. Cela invalide tout document. » J'ai ressenti un immense soulagement m'envahir. Alors ils ne peuvent pas me prendre le domaine? Pas légalement, mais ils peuvent tenter la tutelle comme ils l'ont menacé. C'est pourquoi nous devons agir vite. Il a pris du papier et un stylo. Je vais faire 3 choses dès aujourd'hui. Premièrement, enregistrer le domaine comme patrimoine individuel avec clause d'inaliénabilité. Cela signifie que même vous ne pouvez pas le vendre ou le donner sans autorisation judiciaire. Cela protège contre toute pression. Je peux faire ça? Vous pouvez et vous devez. Deuxièmement, je vais préparer un document attestant de votre pleine capacité mentale. J'ai un psychiatre partenaire qui peut vous évaluer aujourd'hui même. Troisièmement, je vais enquêter sur ce Maître Leroy et cette Sophie. Quelque chose me dit qu'il y a beaucoup de saleté cachée. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti l'espoir. Combien cela va-t-il coûter, maître? Ma mère a vécu la même situation avec mon frère. Je sais ce que c'est. Faisons ceci. Vous payez juste les frais de notaire maintenant, environ 2000 €. Le reste, on réglera plus tard, s'il y a procès. Je suis sorti de là renouvelé. Je suis allé directement à la banque, j'ai retiré l'argent, je suis revenu et j'ai payé. Maître Dubois était déjà au téléphone, organisant des choses, demandant des documents. C'était comme voir une machine bien huilée fonctionner. L'après-midi, je suis allé au cabinet du psychiatre. Docteur Roux, un monsieur sérieux, m'a fait passer plusieurs tests, questions, évaluations. 2 heures plus tard, il a signé un rapport. Patient présentant une pleine capacité cognitive, mémoire préservée, raisonnement logique adéquat, apte pour tous les actes de la vie civile. Avec le rapport en main, je suis rentré chez moi, mais avant j'ai fait un arrêt dans un magasin d'électronique. « Je veux des caméras de sécurité », ai-je dit au vendeur. « J'ai besoin de surveiller ma propriété. Combien vous en faut-il » ? Autant qu'il en faut pour couvrir toute la maison et les accès principaux. J'ai dépensé 4000 € de plus, mais peu m'importait. J'ai installé les caméras le soir même avec l'aide d'un technicien. Salon, cuisine, terrasse, entrée principale, entrée arrière, tout était enregistré et envoyé dans le cloud. Si Thomas et Sophie apparaissaient à nouveau avec des menaces, j'aurais des preuves. Le jour suivant, Maître Dubois m'a appelé tôt. « Monsieur Durand, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Sophie Bertrand, n'est-ce pas? » C'est bien ça. Elle est enregistrée comme mariée depuis 2021 avec un homme appelé Laurent Mercier. Mon cœur s'est arrêté. Comment ça? Elle a épousé mon fils? En effet, mais le mariage avec Laurent n'a jamais été annulé. Techniquement, le mariage avec Thomas est invalide. C'est de la bigamie. Bigamie. Sophie était mariée à un autre homme. Le mariage avec Thomas ne valait rien. Il y a plus. Elle a une fille enregistrée avec ce Laurent. L'enfant a 3 ans. Elle vit avec son père à Lyon. Tout commençait à prendre sens. Sophie n'était pas seulement intéressée, elle était criminelle. Elle avait abandonné mari et enfant pour escroquer mon fils. Maître Dubois, mon fils, est-il au courant de tout ça? J'en doute fort. Les hommes amoureux n'enquêtent pas. Ils font aveuglément confiance. Que dois-je faire avec cette information? Gardez-la pour l'instant. Nous allons rassembler plus de preuves. Je demande des certificats, des documents. Dans 3 jours, j'aurai tout. J'ai raccroché, tremblant, non de peur mais de colère. Cette vipère avait trompé mon fils, m'avait humilié, avait essayé de me voler. Et tout basé sur des mensonges. Mais je n'allais pas la confronter tout de suite. Je n'allais pas baisser les bras et leur laisser penser qu'ils gagnaient. Ce soir-là, j'ai appelé Thomas.
Il a répondu méfiant. « Papa ?»« Fils, tu as raison. » J'ai forcé ma voix à sonner fatiguée, vaincue. Je suis vieux, en effet. Puis, je n'en peux plus de me battre. Faisons le transfert du domaine. Silence de l'autre côté. Puis, vraiment ? Vraiment, mais je veux que ce soit un moment spécial. Réunis toute la famille samedi. Les parents de Sophie, vous deux, maître Leroy. Faisons les choses correctement, avec tout le monde présent. Je signerai tout. Papa, je savais que tu comprendrais. On va s'occuper de toi, tu peux avoir confiance. Je sais, fils. Les mots sortaient amers, mais j'ai gardé un ton doux. Je demande juste une chose, que ce soit samedi à 10h du matin. Je préparerai un café, on célébrera en famille. C'est entendu. Je vais prévenir tout le monde. Tu ne regretteras pas. J'ai raccroché et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était un sourire de guerre. Ils voulaient le domaine. Eh bien, ils auraient une surprise. Parce que je n'allais rien céder, j'allais tout révéler, chaque mensonge, chaque crime, chaque trahison. Il restait 2 jours jusqu'à samedi. 2 jours pour préparer le piège parfait. Et quand ils entreraient dans ma maison, pensant qu'ils avaient gagné, ils découvriraient qu'ils avaient complètement sous-estimé un homme de 67 ans qui avait construit un empire à partir de rien. Parce que la vraie vengeance n'est pas de crier, c'est d'attendre le bon moment et d'attaquer quand ils s'y attendent le moins. Le samedi s'est levé avec un ciel dégagé de ceux qui semblent promettre une belle journée. Mais je savais que cette matinée serait tout sauf tranquille. Je me suis réveillé à 5 heures. Comme toujours, j'ai préparé un café fort et j'ai commencé à ranger la maison. J'ai mis une nappe propre sur la table du salon. J'ai préparé un gâteau, des croissants, du café frais, tout comme s'il s'agissait vraiment d'une célébration, comme si j'étais heureux de céder tout ce que j'avais construit. L'ironie me brûlait la gorge à chaque mouvement. Maître Dubois est arrivé à 8h30, discret, garant sa voiture loin de la maison. Il a apporté une mallette noire remplie de documents, certificats de mariage, photos, registres, tout ce que nous avions découvert sur Sophie ces derniers jours. « Vous êtes sûr de cela, monsieur Durand ?» a-t-il demandé inquiet. « Ça va être dur, très dur. » « J'en suis sûr, ils m'ont humilié publiquement, maintenant c'est leur tour. » Il a connecté un ordinateur portable à la télévision du salon, préparé les fichiers. Les caméras que j'avais installées enregistraient tout. Nous avons revu le plan une dernière fois. Je tremblais non de peur, mais d'adrénaline pure. À 9h40, les voitures ont commencé à arriver. D'abord la BMW de Thomas avec Sophie. Elle est descendue portant une robe rouge moulante, talons hauts, comme si elle allait à une fête. Elle avait une bouteille de champagne à la main. « Bonjour Jean ». Elle est entrée sans être invitée, large sourire sur le visage. J'ai apporté ceci pour célébrer. Thomas est arrivé derrière elle, souriant aussi. « Papa, je savais que tu comprendrais. Tu vas voir comme ce sera bien pour tout le monde. » Ensuite, monsieur et madame Bertrand sont arrivés, les parents de Sophie. Elle clairement gênée, lui essayant de paraître décontractée. En dernier, maître Leroy, avec sa mallette en cuir et cet air de supériorité. Tous se sont assis dans le salon. Sophie servait déjà le champagne, maîtresse de la situation. Les amis, c'est un moment spécial. Jean a enfin compris que la famille est ce qu'il y a de plus important. Maître Leroy a ouvert son dossier, sorti les documents. « Monsieur Durand, j'ai tout préparé. Ce sont seulement 3 signatures, simples et rapides. J'ai pris les papiers, fait semblant de les lire attentivement. Je sentais tous les regards sur moi. Sophie tambourinait ses ongles sur la flûte de champagne, impatiente. Thomas souriait, anxieux. Le silence dans la pièce était tendu, expectatif. Avant de signer, ai-je dit lentement, je voudrais dire quelques mots. « Papa, pas besoin de faire un discours. » Thomas a commencé, mais j'ai levé la main. « Si, j'en ai besoin. Vous êtes venu ici pour un moment important, alors je vais parler. » J'ai respiré profondément. J'ai passé 35 ans à construire ce domaine seul, veuf à 32 ans, plein de dettes. Tout le monde disait que j'allais échouer, mais je n'ai pas abandonné. Monsieur Durand, c'est très beau tout ça, mais... Maître Leroy a essayé d'interrompre.
je n'ai pas fini. Ma voix est sortie ferme, tranchante. J'ai élevé mon fils en lui donnant tout ce que j'avais, tout. Je n'ai jamais rien refusé. J'ai vendu des parcelles pour payer l'école, la faculté, la voiture, le mariage. 95 000 € rien que pour votre fête. Sophie a levé les yeux au ciel. Oui, et nous sommes très reconnaissants. C'est pourquoi nous sommes ici pour faciliter votre vie. Faciliter ma vie, ai-je répété, sentant la colère bouillir, en me mettant dans une chambre à outils, en me prenant tout ce qui est à moi, en me menaçant de tutelle. C'est comme ça qu'on facilite la vie de quelqu'un. L'ambiance a changé. Thomas est devenu rouge. Papa, personne n'a menacé quoi que ce soit. Tu exagères. J'exagère? J'ai pris la télécommande et j'ai allumé la télévision. Alors voyons si j'exagère. À l'écran, un enregistrement audio a commencé à jouer. La voix de Sophie, claire, parlant avec Maître Leroy. C'était un appel que Maître Dubois avait obtenu grâce à ses contacts. « Leroy, ce vieux con ne veut pas signer. On va devoir forcer les choses. Combien de temps ça prend pour obtenir la tutelle ?» La voix de Maître Leroy répondait « Environ 2 mois avec les témoins que nous avons arrangés, disant qu'il est confus, oublieux. Ce sera facile. Ensuite, on vend rapidement et on partage. » Sophie, dans l'enregistrement, « Parfait. J'ai hâte de démolir cette horrible maison et de construire quelque chose de décent. » Le silence dans la pièce était sépulcral. Sophie était blanche. Maître Leroy s'est levé, essayant de prendre sa mallette. « C'est illégal. » Enregistrement, sans autorisation. « Asseyez-vous, ai-je ordonné, et à ma surprise, il s'est assis. Il y a plus, ai-je continué en changeant de fichier. Maintenant, c'était des documents à l'écran. Certificat de mariage. Sophie Bertrand, mariée depuis le 15 juillet 2021 avec Laurent Mercier. Mariage enregistré à la mairie de Lyon. Thomas s'est tourné vers Sophie, confus. « De quoi parle-t-il » Sophie a bégayé. « C'est un mensonge. Je n'ai jamais... J'ai changé pour une autre image. Photo de Sophie avec un homme et une petite fille. Votre fille Léa, 3 ans, enregistrée avec Laurent, vivant avec lui jusqu'à aujourd'hui. » La bombe a explosé. Thomas s'est levé, chancelant. « Tu es marié. Tu as une fille. Chérie, laisse-moi t'expliquer. » Sophie a essayé de lui tenir le bras, mais il s'est éloigné comme si elle le brûlait. « Expliquer quoi? Tu m'as trompé. » « Notre mariage n'est même pas valide. » Madame Bertrand a commencé à pleurer. « Sophie, qu'as-tu fait ?»« Ce qu'elle a fait. » J'ai répondu pour elle. « Elle a monté une escroquerie. Elle a épousé mon fils par intérêt. Ce n'est pas la première fois. » Maître Dubois a découvert 2 autres cas similaires dans d'autres villes. Elle cherche des hommes avec du patrimoine. Elle se rapproche, elle se marie, elle tente de tout prendre. Monsieur Bertrand était rouge de honte. « Monsieur Durand, je ne savais rien de tout cela. Je le jure devant Dieu. Je sais. Vous aussi avez été trompé par elle. » Maître Leroy a essayé de sortir, mais Maître Dubois, qui était dans la cuisine, est apparu en bloquant la porte. « Maître Leroy, voulez-vous partir avant que nous discutions de votre conduite contraire à l'éthique ? J'ai déjà déposé une plainte auprès du barreau. Contraindre des personnes âgées, falsifier des témoignages. Votre carte professionnelle ne va pas durer longtemps. » L'homme est devenu livide. Thomas est tombé assis sur le canapé, la tête entre les mains. « Papa, je ne savais pas. » « Tu ne savais pas parce que tu n'as pas voulu voir. Tu as choisi de la croire plutôt que moi, ton propre père. » Sophie a finalement explosé. « D'accord, c'est vrai, mais tu sais pourquoi? Parce que des gens comme toi ont tout sans le mériter. Vous restez assis sur votre patrimoine pendant que d'autres se battent. Tu n'avais pas besoin de tout ça. » « Je n'avais pas besoin. » Ma voix est sortie basse, dangereuse. « J'ai construit cela avec du sang et de la sueur. Tu n'as rien combattu dans la vie. Tu as juste trompé des gens innocents. » J'ai pris le dossier que Maître Dubois avait apporté et l'ai jeté sur la table. Voici toutes les preuves. Bigamie, escroquerie, association de malfaiteurs. J'ai déjà donné des copies à la police. Il y a un commissaire qui vous attend au commissariat pour recueillir vos explications. Sophie a paniqué. « Vous ne pouvez pas faire ça. »
Je peux, et je l'ai fait. Et à ce moment-là, en voyant le désespoir dans ses yeux, la honte sur le visage de mon fils, j'ai enfin ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Le contrôle. Le contrôle sur ma propre vie. Mais l'histoire n'était pas encore terminée, car je devais maintenant décider quoi faire de tout ce que j'avais découvert. Sophie a essayé de se lever, mais ses jambes semblaient ne pas obéir. Elle est retombée sur sa chaise. Ce visage qui exhalait auparavant la confiance montrait maintenant une pure panique. Maître Leroy transpirait à grosses gouttes, regardant la porte comme un animal piégé. « Il y a plus », ai-je continué, sentant chaque mot sortir avec le poids d'années d'humiliation. J'ai pris un autre dossier, des virements bancaires. Thomas, tu m'as demandé de l'argent 17 fois au cours des 2 dernières années. Total, 312 000 €. Thomas a levé la tête, les yeux rouges. « Papa, j'allais te rembourser. »« Me rembourser avec quoi? Tu n'as pas d'emploi fixe depuis 3 ans. Où est passé tout cet argent ?» J'ai montré les relevés. Paris sportif en ligne, 78 000 €. Bijoux et vêtements de marque pour Sophie, 82 000 €. Voyage, 45 000 €. Rénovation de l'appartement qui n'est même pas à toi, mais loué, 67 000 €. Chaque chiffre était comme un coup de couteau. Je voyais mon fils se recroqueviller, rapetisser devant tout le monde. Et cette histoire d'entreprise que tu allais créer, 20 000 € de plus, que tu disais nécessaire pour l'enregistrement et le comptable. Mensonge, tu n'as jamais enregistré aucune entreprise. Monsieur Bertrand s'est couvert le visage de ses mains. Madame Bertrand pleurait doucement. Le couple venait de découvrir que leur fille n'était pas celle qu'ils pensaient. Mais savez-vous ce qui est pire? J'ai regardé directement Sophie. J'ai découvert que vous planifiez déjà la prochaine escroquerie. Maître Dubois a trouvé vos conversations sur un forum en ligne où les escrocs échangent des informations. Vous aviez déjà repéré un autre homme, un propriétaire terrien près de Bordeaux. Vous aviez déjà commencé à lui parler. Thomas s'est tourné vers elle, incrédule. « Tu allais me quitter ?»« Bien sûr que oui. » Le masque de Sophie est tombé. « Tu crois que j'allais rester avec un raté comme toi ? Je t'ai juste utilisé pour atteindre la fortune de ton père, mais il s'est avéré plus malin que je ne le pensais. » La sincérité brutale a coupé l'air comme une lame. Thomas s'est levé, a titubé jusqu'au mur, s'y est appuyé comme s'il avait besoin de soutien pour ne pas tomber. Maître Leroy a tenté une dernière fois de sauver la situation. « Monsieur Durand, nous pouvons résoudre cela de façon civilisée. Pas besoin d'impliquer les autorités. » Je les ai déjà impliqués. Le commissaire Girard vous attend. D'ailleurs, j'ai regardé ma montre, il devrait arriver dans 15 minutes. Maître Dubois a confirmé. Je viens de recevoir un message de lui. Il est en route avec 2 agents. Sophie a explosé. Elle s'est levée d'un bond, renversant la flûte de champagne qui s'est brisée au sol. Vous êtes un vieux avare, amer. C'est pour ça que vous êtes resté seul toute votre vie. Personne ne vous supporte. Je préfère être seul avec dignité que entouré de vipères comme toi. Elle s'est précipitée vers moi, mais Maître Dubois s'est interposé. Vous ne voulez pas ajouter des coups et blessures aux accusations, n'est-ce pas? Sophie a reculé, la poitrine montant et descendant de rage, a pris son sac. « Papa, maman, on s'en va !» Mais son père n'a pas bougé. Il regardait sa fille comme s'il voyait une étrangère. « Sophie, qu'est-il arrivé? Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevée. Vous m'avez élevée pauvre, vivant dans cette minuscule maison, subissant la honte. Je méritais mieux. » Madame Bertrand a levé la voix, tremblante. « Nous t'avons donné de l'amour, une éducation, des valeurs. Si tu as choisi cette voie, ne nous blâme pas. » Pour la première fois, j'ai ressenti de la pitié pour ce couple. Ils étaient des victimes aussi. Le bruit de voiture qui arrivait a interrompu le moment. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de police se garer. Le commissaire Girard est descendu avec 2 agents. « Monsieur Durand !» a-t-il salué en entrant. « J'ai reçu la documentation que Maître Dubois a envoyée. Nous avons besoin que vous et les témoins veniez avec nous au commissariat pour tout enregistrer formellement. »
Sophie a tenté de courir vers la porte arrière, mais l'un des agents l'a bloquée. « Madame, s'il vous plaît, coopérez, ce sera mieux pour tout le monde. » Elle a regardé autour d'elle comme un animal traqué, réalisant qu'il n'y avait pas d'issue. « D'accord, mais je n'ai rien fait d'illégal. Les mariages sont des affaires personnelles. La bigamie est un crime, madame, et il y a aussi la question de l'escroquerie et de la fausse déclaration. » Le commissaire était ferme, mais poli. Maître Leroy a tenté d'argumenter « J'ai simplement fourni des services juridiques légitimes. » Contraindre une personne âgée par la menace d'une fausse interdiction est aussi un crime, maître. Vous devrez également venir avec nous pour des éclaircissements. Quand ils ont emmené Sophie et Maître Leroy, Monsieur et Madame Bertrand se sont approchés de moi. « Monsieur Durand, nous ne savons pas comment vous présenter nos excuses. » Monsieur Bertrand a parlé, la voix brisée. « Si nous avions su... » « Je sais, vous n'êtes pas responsable. » J'ai serré la main de Madame Bertrand. Personne n'imagine avoir élevé un enfant capable de telles choses. Moi non plus. Ils sont partis, tête basse, portant le poids de la honte. Il ne restait plus que Thomas et moi dans le salon. Il était toujours appuyé contre le mur, semblant avoir vieilli de 10 ans en une matinée. « Papa !» Sa voix est sortie rauque, brisée. « Je suis tellement désolé. Je ne savais rien de tout ça. Tu ne savais pas parce que tu n'as pas voulu voir. J'ai essayé de te prévenir, j'ai essayé de te montrer qui elle était, mais tu l'as choisie, elle. J'étais aveugle, amoureux. Elle me faisait sentir important, spécial. Thomas, tu as toujours été spécial, mais tu avais besoin de le sentir de quelqu'un qui te manipulait plutôt que de le sentir du père qui a toujours été là. » Il a glissé le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, serrant ses genoux. Il ressemblait à un enfant perdu. Et pendant une seconde, c'est ce que j'ai vu, mon petit garçon. Pas l'homme qui m'avait trahi, mais l'enfant qui m'avait autrefois aimé. J'ai tout gâché, a-t-il sangloté. Je t'ai perdu, j'ai perdu mon mariage, j'ai perdu ma dignité. Que vais-je faire maintenant? Je me suis assis sur la chaise, le regardant. Une partie de moi voulait l'étreindre, lui dire que tout irait bien, que nous surmonterions cela ensemble. Mais une autre partie, celle qui avait été humiliée, menacée, presque volée, ne pouvait pas simplement pardonner. Ce que tu vas faire maintenant, apprendre, grandir, arrêter d'attendre que les choses te tombent dans les mains et te battre pour elles. Trouve un vrai travail, paie tes dettes, deviens un homme. Et tu me pardonneras. La question est restée suspendue dans l'air. J'ai regardé ce fils que je ne reconnaissais plus, puis le domaine à travers la fenêtre, ma réussite, ma vie. Je ne sais pas, Thomas, je ne sais pas. Mais une chose que je savais, à partir de ce jour, rien ne serait plus comme avant. Et les 4 mots que j'avais préparés pour dire à ce moment résonnaient encore dans ma tête, attendant le bon moment pour être libéré. Parce que la véritable leçon restait à venir. Thomas était toujours assis par terre, détruit. Le silence entre nous était lourd, chargé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui restait à dire. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, le domaine s'étendait, vert et vibrant sous le soleil du matin. Ma terre, mon histoire. « Lève-toi », ai-je dit sans le regarder. Thomas s'est relevé lentement, essuyant ses larmes du revers de la main. Il ressemblait à un chien perdu, attendant une miette de pardon. Quand tu m'as appelé ce dimanche pour demander les clés du domaine, tu sais ce que j'ai ressenti? Je me suis tourné pour le regarder en face. J'ai senti que j'avais perdu mon fils, que le garçon que j'avais porté dans mes bras, que j'avais protégé de tout, était mort, et qu'à sa place se tenait un étranger qui ne voulait que mon argent. Papa, j'étais aveugle. Sophie m'a manipulé. Non. Ma voix est sortie ferme, coupant l'excuse en deux. Sophie t'a manipulé, oui. Mais tu as choisi de la croire. Tu as choisi de m'humilier à ton mariage. Tu as choisi de venir ici avec l'avocat me menacer. Ne mets pas tout sur son compte. Tu es adulte, tu as 35 ans, tu es responsable de tes choix. Il a baissé la tête sans argument. Sais-tu combien de fois j'ai voulu abandonner? Ma voix a tremblé.
Combien de fois, veuf avec un bébé de 6 mois, j'ai pensé que je n'y arriverais pas. Mais je n'ai pas abandonné, parce que je t'avais, toi. Parce que je m'étais promis que mon fils aurait une vie meilleure, et tout ce que j'ai construit, je l'ai pensé pour toi. Je sais, papa, je sais, et j'ai été un... Laisse-moi finir. J'ai respiré profondément. J'ai passé les derniers jours à beaucoup réfléchir à ce que je devais faire de ce domaine, de ce patrimoine, pour lequel j'ai sué sang et eau, et j'ai pris une décision. J'ai vu la peur passer dans ses yeux, la peur de tout perdre. J'ai pris un dossier qui était sur la table, je l'ai ouvert lentement. Hier, j'ai enregistré de nouveaux documents. La vigne des Trois Chênes est maintenant une coopérative viticole communautaire. 40% des revenus iront à des projets sociaux au nom de ta mère, Marie. Éducation pour les enfants défavorisés, paniers alimentaires, soutien aux veuves. Thomas a écarquillé les yeux, comprenant. Les 60% restants me font vivre jusqu'à ma mort. Après, tout ira à des organisations caritatives, orphelinats, maisons de retraite, écoles publiques. Tu m'as déshérité. Sa voix est sortie dans un murmure incrédule. Tu t'es déshérité tout seul quand tu as décidé que j'étais un obstacle, pas un père. Quand tu as essayé de me voler au lieu de m'honorer. Il a chancelé, s'appuyant sur la chaise. Papa, s'il te plaît. Il ne s'agit pas de vengeance, Thomas. Il s'agit de justice et d'enseigner quelque chose que j'aurais dû t'enseigner il y a longtemps. Le monde ne te doit rien. Tu n'as pas droit automatiquement à la sueur des autres, pas même à celle de ton père. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai tout perdu. Tout? Non. Tu as perdu des choses matérielles qui n'ont jamais été les tiennes pour commencer. Mais tu peux gagner quelque chose de beaucoup plus précieux, le caractère, la dignité, le respect de soi. Maître Dubois, qui était resté discret dans la cuisine, est apparu. Monsieur Durand, je dois partir, mais je vous laisse des copies de tout ce que nous avons enregistré. Tout est légalement protégé, personne ne peut contester. Merci, Maître Dubois, pour tout. Il m'a serré la main avec une affection paternelle, et il est parti, nous laissant Thomas et moi à nouveau seuls. « Que vais-je faire maintenant ?» Thomas a demandé, la voix vaincue. Je me suis assis sur la chaise, fatigué. Mes 67 ans semblaient peser le double à ce moment-là. Tu fais ce que fait toute personne qui se trompe. Tu recommences, tu trouves un emploi, tu reconstruis ta vie, tu apprends à avoir ta propre valeur sans dépendre de l'héritage de personne. Et tu vas m'aider ? La question a fait mal parce que la réponse était compliquée. Je vais te donner quelque chose que je ne t'ai jamais donné auparavant. La liberté d'échouer, de réussir, d'apprendre seul. Je ne vais plus payer tes factures, je ne vais plus résoudre tes problèmes. Tu as 2 mains, une tête et la même capacité que j'avais quand je suis resté veuf et pauvre. Mais je suis ton fils. Exactement. Et en tant que mon fils, tu mérites la chance de faire tes preuves à toi-même, pas à moi. Il est resté immobile, absorbant tout cela. Puis, lentement, il a hoché la tête. Puis-je venir te rendre visite parfois? J'ai regardé cet homme qui était mon fils, et j'ai vu pour la première fois depuis des années une lueur d'humilité véritable. Quand tu auras quelque chose à me montrer au-delà des demandes, quand tu viendras comme un homme, pas comme un enfant voulant du réconfort, alors oui, nous parlerons. Il a marché jusqu'à la porte, s'est arrêté, s'est retourné. Papa, je suis vraiment désolé pour tout. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement fait un signe de tête. Il est parti. Je suis resté seul dans la pièce en désordre, avec des verres sales, des papiers éparpillés, les débris d'une matinée de révélation. Et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré profondément et j'ai ressenti la paix. Dans les mois qui ont suivi, la vie a pris de nouvelles directions. Sophie a été arrêtée, jugée pour bigamie et escroquerie. Elle a pris 2 ans et demi en régime semi-ouvert. Maître Leroy a perdu sa licence du barreau. Il répond toujours au procès. Monsieur et Madame Bertrand m'ont contacté plusieurs fois pour demander pardon. Ils sont devenus des amis distants, mais sincères. Et Thomas, 3 mois plus tard,
j'ai reçu une lettre de lui. Il disait qu'il vivait dans une pension simple, travaillant comme vendeur dans un magasin de matériaux de construction. Il gagnait 2000 € par mois. Il faisait une thérapie, payant ses propres factures pour la première fois de sa vie. Je n'ai pas répondu à la lettre, mais je l'ai gardée. Aujourd'hui, 6 mois après ce samedi matin, je me réveille chaque jour à 5 heures, je prends mon café et je vais prendre soin de ma terre. Les projets sociaux de la coopérative ont déjà aidé 50 familles. Nous avons rénové une école, distribué 300 paniers alimentaires. J'ai planté des tournesols à l'entrée du domaine. Ils poussent haut, jaunes, vibrants. Chaque matin, quand je passe devant eux, je me souviens de ce que j'ai dit à Thomas ce jour-là. Les 4 mots qui ont tout changé, qui ont fermé un chapitre et en ont ouvert un autre. Tu ne mérites rien. Simple, direct, vrai. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour que nous puissions donner est de retirer le tapis sous les pieds de celui qui nous piétine. C'est montrer que le respect ne s'achète pas, ne s'hérite pas, ne se vole pas. Le respect se gagne. Hier, Thomas est apparu sans prévenir. Il apportait des fleurs simples du type qu'on achète au marché. Il n'a rien demandé. Il s'est simplement assis sur la terrasse avec moi en silence, regardant le coucher du soleil. Je ne sais pas si nous nous reconnecterons complètement un jour. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je sais que maintenant, pour la première fois, il apprend la valeur des choses. Et moi, je vis pour moi-même. Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, elle est dans ce que vous ne permettez pas qu'on vous prenne. Et le plus grand héritage que je peux laisser n'est pas la terre ou l'argent. C'est la leçon que la dignité vaut plus que n'importe quelle fortune. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Écrivez votre ville, votre pays. Je veux savoir où se trouvent les personnes qui, comme moi, croient qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et s'affirmer. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour-propre n'a pas de prix. À la prochaine histoire. I'm just going for all the rooms at the moment. I want to explore everything. This one, look. This one's like, you seen that it was stuck? Yeah, it's stuck. Can't get in. Might be able to get in for this side. Oh my god, there's another person in this bathroom. What? Shooting up as well? Yeah, fuck it, huh? Oh, collectible in this room. Fucking brutal. There's a hole in this elevator that we can go up as well. Yeah, they're going out on their own terms. But still, fucking crazy. Where's the elevator? This way. Oh, nice. He got first, babe. Oh, well. I don't think I had it. Ah, I get it. Deceitful 9, of course. 107 is the last room. Deceitful 9, of course. There's a zombie in the other one, I can see it. I had a feeling it would be 209. It's like, there's no way. What? Holy shit, what the fuck? A big box. Yeah. Get this to the hotel room. This was Rice's room. He must have set up shop here when the epidemic first began.
Did you go back down? You know what's crazy? I don't remember doing any of this. Yeah. Like, I did this twice and I didn't remember. What the fuck? I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. If they don't add this grapple to Dying Light 2, I'm going to riot. There's an ambulance here. I'm just opening it. Get him, kid. Yeah, I did get a gun. Oh, Rise's gun! Holy shit, it does some damage. What the fuck? Oh shit, sure. Jesus. Kind of brutal. Yeah, but that would be fun, and we know they don't want you to have fun. Yeah. True. I was wondering where all Blizzard employees started to go. Holy shit, I mean that. No, 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 no! It's a 3-round burst too? That's a good one. Yeah. Fucking accurate! Oh my god! Alright. It's accurate. That's for damn sure. Oh my god. Anyone anxiety ridden right now? Cause me too. Hey, there's a flag up here! Where? At the very top Where of the are you? screen. The very top. I didn't mean to go to the top. How the fuck do I get up there? Damn it. Oh. Hey, Troy. I gave the samples to Dr. Camden.